Alors, rebonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons lancer le défi sans trousse dépistage de radon avec Occupe-toi de radon pour les villes de Terrasse-Vaudreuil et Crabtree. Je suis joint ce soir par Monsieur Mathieu Brossard de Santé Canada et aussi par une représentante, Madame Anne Gagnon de la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci à vous deux. Terrasse Vaudreuil. Terrasse Vaudreuil, Yes. désolée. Alors, ce soir, nous allons parler qu'est-ce que c'est le radon, les conséquences du radon sur la santé, comment le mesurer, le cas besoin, comment le remédier. Et là, nous allons parler étape par étape du défi sans trousse. Avant de passer la parole à M. Brossard, je vais juste mentionner que Occupe-toi de radon est fier d'unir des membres de tout le Canada qui englobe les territoires traditionnels de nombreuses Premières Nations, du peuple Métis et d'Inuit, dont les traces et les droits ancestraux s'étendent au-delà des frontières coloniales qui existent aujourd'hui. Nous honorons respectueusement les droits, l'histoire et les relations de ces peuples avec cette terre. Et avec ça, je passe la parole à Monsieur Mathieu Brossard de Santé Canada. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Merci à Occupe-toi du Radon d'organiser ces défis sans trousse année après année. Puis aux villes participantes aussi parce que ça prend de la volonté quand même pour dire, ben écoutez, on sait qu'il y a du radon partout à différents niveaux, mais maintenant, nous, on va agir. Nous, on va faire un pas de plus pour informer les gens puis donner l'occasion de mesurer. Donc, qu'est-ce que c'est le radon? C'est un gaz naturel qui est produit par le sol, qui est radioactif. Malheureusement, lorsqu'on le respire, les radiations peuvent endommager les tissus pulmonaires. On dit que le radon est naturel, mais il est naturel dans le sol. Le problème, c'est qu'il va pas rester dans le sol, il va pouvoir infiltrer l'air qu'on respire par les fondations de la maison, tout ce qui est pas étanche. Puis lorsqu'il est rendu à l'intérieur de l'air qu'on respire, ben là, on peut plus vraiment dire que c'est naturel. C'est naturel dans le sol, mais l'infiltration dans l'air intérieur, c'est un phénomène qui résulte du mode de construction de nos bâtiments. Prochaine diapo. Donc, c'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. On respire des milliers de litres d'air par jour et comme le radon va libérer ses radiations dans l'air et puis former des petites particules qui vont se déposer dans les poumons, lorsqu'on respire, c'est vraiment les poumons qui sont principalement exposés. Il n'y a pas de concentration de radon qui est bonne pour la santé. Donc, ce que vous allez faire avec le défi Centro, c'est faire une mesure, que vous donnez un chiffre. On souhaite que ce chiffre-là soit le plus bas possible, mais il doit certainement être en bas du seuil d'action qu'on a au Canada. Le seuil d'action qu'on a au Canada depuis 2007 est à 200 becquerels par mètre cube. Un becquerel par mètre cube, c'est quoi? C'est un jet d'énergie, donc une radiation qui est émise par seconde dans un mètre cube d'air. Donc 200, si vous faites un mètre cube avec vos bras, dans une seconde, on a 200 jets d'énergie qui sont lancés par le radon. On trouve des niveaux de référence ailleurs dans le monde allant de 100 à 300 avec l'Organisation mondiale de la santé. Nos voisins américains sont à 148 becquerels. Ils n'ont pas exactement les mêmes unités, mais règle générale, partout dans le monde, on s'entend comme quoi c'est un cancérigène reconnu. Il n'y a pas de doute. On a des preuves épidémiologiques de ça. Donc, c'est pas des modèles animaux, c'est pas des statistiques. Il y a vraiment des études qui ont été faites chez l'humain. Puis c'est quelque chose qui est internationalement reconnu. Prochaine diapo. Les risques sont assez élevés. Tous les non-fumeurs, on commence avec un risque de cancer du poumon de 1 sur 100. Donc, le cancer du poumon, si on prend les hommes puis les femmes ensemble, c'est le cancer le plus fréquent dans la population. Puis c'est malheureusement celui qui tue le plus. Donc, déjà, nos risques de base de décéder d'un cancer du poumon sont très élevés. Ensuite, si on est exposé au radon, ce risque-là, il augmente. Si on fume, ce risque-là, il augmente. Et si on fume et on est exposé au radon, ce risque-là, il augmente vraiment beaucoup. Donc, si on regarde à 800 becquerels par mètre cube, qui était notre ancienne directive,
Un non-fumeur a 5% de chances de décéder s'il est exposé toute sa vie à cette concentration-là. Tandis que si on prend un fumeur qui est exposé à la même concentration de radon pour la même durée, donc, c'est vrai. C'est 6 fois plus élevé le nombre de risques. Donc, si vous fumez, on vous encourage à essayer d'arrêter de fumer, mais certainement savoir que les fumeurs sont plus à risque pour l'exposition au radon. Euh, Selon les modèles épidémiologiques, donc les études qui ont été faites dans le monde, en Europe, en Amérique, donc, on peut estimer qu'il y a plus de 3000 décès par année qui sont associés au radon, qui incluent des non-fumeurs puis des fumeurs. Ça fait environ 8 personnes par jour, ça fait environ 1000 personnes par année au Québec. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique à considérer. Et puis, la mesure que vous allez faire, c'est vraiment la première étape. On va parler des solutions dans les prochaines diapos. Ah, voilà. Donc, on a dit que le radon, c'était naturel dans le sol, que c'était pas naturel dans l'air intérieur. Voici comment ça se passe. Donc, le radon, il vient de l'uranium qui est présent naturellement dans le sol sous nos maisons. La plupart des types de géologie ont un certain niveau d'uranium, vont produire une certaine quantité de radon qui va pouvoir voyager plus ou moins facilement selon la géologie du sol, mais on trouve du radon partout, dans toutes les maisons. C'est vraiment une question de savoir combien il y en a, puis c'est à ça qu'elle sert la mesure. Mais donc, quand on parlait des endroits non étanches par lesquels le radon va rentrer, on peut penser à tous les joints de retrait, on peut penser à toutes les fissures. Si vous avez un bassin de captage d'eau avec une pompe submersible dans votre sous-sol, ça peut être connecté à un drain périphérique, un drain français. Donc, ça peut être des voies d'infiltration. Mais la plupart des maisons construites on va présenter des voies d'infiltration pour le radon. Et ce qui se passe, donc, c'est que l'air de nos bâtiments, surtout en période de chauffage, c'est pour ça qu'on recommande de mesurer en période de chauffage, va avoir tendance à aspirer le radon du sol à cause de l'effet cheminée. Donc, l'air chaud monte, puis ça crée un appel d'air, des gaz souterrains. Donc, comme c'est produit par le sol, dans le protocole, plus tard, vous allez voir, ben, si on a tout sol est occupé, on a une chambre à coucher, une salle familiale qu'on utilise, on va mesurer au sol parce que ça vient du sol. Mais il peut y en avoir à d'autres étages aussi, dépendamment du brassage de l'air. Prochaine diapositive. Donc, tous les bâtiments qui sont en contact avec le sol sont susceptibles d'avoir des problèmes de radon. Dans les premières années, du programme Radon au Canada. À partir de 2008, on a mesuré dans les lieux de travail dans les bâtiments fédéraux. On a trouvé du radon. Ensuite, on a vu plusieurs provinces, notamment le Québec, faire la mesure du radon dans les écoles, les garderies, les logements sociaux. Et puis, les étages, on parle surtout des étages inférieurs, donc on passe au sol, rez-de-chaussée en priorité, mais le radon peut voyager aussi de façon plus limitée aux autres étages. Mais il n'y a pas de bâtiment ou de région qu'on peut dire qui est sans radon, là. C'est un problème qui peut toucher toutes les régions, puis tous les types de bâtiments qui sont en contact avec le sol. Prochaine diapo. Au Québec, on a un de nos partenaires qui s'appelle l'Association pulmonaire du Québec, qui vend des détecteurs depuis plusieurs années et qui a mis en ligne les résultats. Donc, c'est de façon confidentielle, mais vous pouvez interroger leur base de données, donc plusieurs dizaines de milliers de données. Ça vous donne les statistiques pour votre région. Par exemple, avant la rencontre, je l'ai fait pour Crabtree. Et puis, donc, pour tous les codes postaux qui commençaient par JOK,
Il y avait 453 mesures dans la base de données de l'Association pulmonaire, puis on avait environ 8%, donc des mesures qui étaient au-dessus de la directive. Donc 8%, c'est moins que la moyenne canadienne, puis la moyenne québécoise, mais ça montre qu'il y a quand même du radon à Crabtree, puis il y a quand même eu un nombre de mesures assez importantes, les 453 mesures. Donc ça, c'est disponible en ligne sur le site de l'Association pulmonaire du Québec. Prochaine diapositive. Une autre source de données importante depuis l'an dernier, on a une étude pan-canadienne qui a cumulé plus de 70 000 mesures, donc 75 000 partout au Canada. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de radon qu'on pensait. Nos premières études qui ont été publiées il y a plus de 10 ans avaient cumulé environ 15 000 mesures à travers tout le pays. Et là, avec cette nouvelle étude-là, on a une résolution plus importante. Puis malheureusement, on a trouvé plus de radon que qu'est-ce qu'on avait trouvé dans notre première étude. Donc, il y a quelques années, on disait encore qu'il y avait environ 7% des maisons au Canada qui avaient un problème de radon. Les nouveaux chiffres nous montrent que c'est plus 17,8%. Donc, presque une maison sur cinq qui a un problème de radon. Prochaine diapositive. Euh, Encore une fois, c'est important de le répéter. On répète souvent, il faut faire la mesure, c'est la première étape, c'est important. Qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est vraiment la première chose à faire parce qu'on peut pas prédire où on va trouver des niveaux de radon élevés. Même dans des régions où il y a beaucoup de radon, des maisons voisines vont avoir des concentrations de radon différentes. Même dans des maisons euh, attachées, des maisons arrangées, des semi-détachées, on peut avoir des unités qui ont des problèmes d'infiltration de radon, d'autres pas. Donc vraiment mesurer, c'est quelque chose qui peut vous permettre de protéger votre santé parce que quand on trouve du radon à un niveau élevé, ben on peut faire des travaux pour réduire les concentrations. Prochaine diapo. La mesure demande une certaine patience. On voudrait souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on aimerait ça avoir des réponses instantanées pour tout, hein, en claquant des doigts ou en pesant sur un bouton. C'est malheureusement avec le radon, il faut être patient parce que les infiltrations de radon vont être influencées par la météo, par les conditions atmosphériques, par le chauffage de votre maison, comment vous utilisez votre maison. Ce qui fait que si on regarde le graphique à gauche de l'écran, on voit en jaune, la courbe, c'est une concentration de radon qu'on peut trouver dans une maison. Et ce qui est important, donc vous voyez que ça varie un peu comme les actions à la bourse. Quoique les actions à la bourse ont eu tendance à varier plus à la baisse, mais fermons la parenthèse. Ce qui est important, c'est l'exposition moyenne. Donc, c'est pour ça que la mesure qui est recommandée, c'est une mesure de 3 mois au moins en période de chauffage. Puis ça va intégrer toutes les variations qu'on peut trouver, puis ça va vous donner la concentration moyenne que vous avez. C'est ça qui est vraiment important. La directive, le seuil d'action de 200 becquerels par mètre cube à pas dépasser, c'est la concentration moyenne. Donc, c'est pour ça que ça prend une mesure qu'on appelle à long terme. Et la mesure qui doit être faite au plus bas niveau occupé de la maison. Prochaine diapo. Donc, les détecteurs qui vont être utilisés pour le défi sans trousse, ça s'appelle des détecteurs de traces alpha. Donc, c'est des appareils qui sont utilisés depuis des décennies, qui sont très fiables, qui présentent aucun risque d'utilisation. Là, c'est un plastique à l'intérieur qui est sensible aux radiations. Et puis, donc, Aaron va vous expliquer le déroulement du défi. Bon, on est rendu à comment remédier. Je vais expliquer, on a dit que c'est un problème qui se détectait facilement. Maintenant, c'est un problème qui se corrige aussi. Donc, comme le radon est produit par le sol, on sait par où il rentre. Il rentre par les fondations.
Ils rentrent par les fissures dans la dalle de béton. Donc, on peut réparer les fissures, les joints qui sont accessibles. Puis bien souvent, si vous regardez en bas à la droite de l'écran, on voit une petite colonne blanche qui aspire finalement, qui est comme un aspirateur à radon, qui va aspirer finalement les gaz souterrains sous la dalle, puis les envoyer à l'extérieur, un peu comme une sortie de sécheuse, par exemple. C'est ça s'appelle la dépressurisation active du sol. C'est une technique qui fonctionne tout le temps, qui est très efficace. Il y a des entrepreneurs certifiés qui existent, qui sont spécialisés dans l'installation de ces systèmes-là. C'est des ventilateurs qui sont pas très puissants, là. On parle de quelques dizaines de watts. Donc, puis ça a tendance, ça peut corriger tous les problèmes, là, même les problèmes élevés. Donc, faut pas s'inquiéter. On peut mesurer le radon. Si on en trouve, ben, ça se corrige avec une technologie qui est assez simple quand même. Prochaine diapositive. Donc, les entrepreneurs certifiés, on peut les trouver sur le site du Programme national de compétences sur le radon au Canada. Donc, c'est une certification que Santé Canada, nous, on reconnaît. Donc, ça vous assure que les entrepreneurs, ils ont suivi des formations, puis qui participent là, à des formations continues, puis qui ont un certain standard de qualité, puis des façons aussi qui vont utiliser des techniques approuvées pour installer la colonne qu'on a vue tantôt avec le ventilateur. C'est pas compliqué comme technologie, par contre, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit bien installé. Il faut que le ventilateur soit bien dimensionné, dépendamment du sol, de la résistance du sol, de la taille de la maison. Et donc, chaque maison doit être analysée, doit avoir un diagnostic qui est fait pour choisir où on va installer le système, puis ça va être quoi la puissance du système qui va être nécessaire. Prochaine diapo. On voit ici d'ailleurs une illustration, puis une photo d'un vrai système. Donc, c'est pas très gros, le ventilateur. Ça ressemble, c'est gros comme un ballon de football, si vous voulez. Et puis, c'est un ventilateur qui va devoir fonctionner en permanence parce que le radon est produit par la dégradation de l'uranium qu'il y a dans le sol, au pourtour des fondations. Donc ça, c'est un phénomène qui est en continu. Donc ce système-là, qui s'appelle la dépressurisation active du sol, va devoir fonctionner en continu. Mais on parle d'un ventilateur de quelques dizaines de watts. Donc c'est pas quelque chose qui a un coût énergétique important, là. C'est un moteur très quand même assez faible. Ça ressemble à un ventilateur de salle de bain, si vous voulez, mais au lieu d'aspirer l'air humide de votre salle de bain, va aspirer les gaz souterrains sous la dalle, puis comme ça, prévenir l'infiltration du radon, réduire les risques de cancer du poumon qui y sont associés. Euh, c'est un système qui demande peu d'entretien aussi, là. Les ventilateurs ont une garantie de plusieurs années, puis souvent, après 10 15 ans, c'est possible qu'on doive changer un ventilateur, mais ça demande peu d'entretien. Prochaine diapo. Pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient avoir des vides sanitaires, donc parce qu'on a parlé de la dalle de béton, des pressurisation active sous la dalle de béton, ça arrive des fois qu'on ait des annexes ou des plus vieilles maisons qui ont un vide sanitaire, donc ou des planchers en terre battue dans des sous-sols de service. C'est possible tout simplement de faire la même technique, mais d'aspirer sous la membrane. Donc on va dérouler une membrane sur le sol qui est exposé et avec un système de scellement puis de tuyaux percés avec le même genre de petit ventilateur, on va aller aspirer sous la membrane pour envoyer le radon à l'extérieur avant qu'il puisse infiltrer l'air de l'espace habitable. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, puis c'est très efficace comme méthode. Vraiment très efficace. Prochaine diapo. Comme on sait depuis quelques années qu'il y a du radon partout à différents niveaux, ben, les codes de construction pour les bâtiments neufs, ils ont évolué. Ils ont évolué très bien au Canada puis au Québec récemment. En avril dernier, la Régie du bâtiment
du Québec a annoncé que dans la construction neuve maintenant, on allait devoir installer une colonne passive. Donc, vous vous souvenez de l'espèce de tuyau de plastique qu'on voyait qui aspirait dans le sol. Donc, maintenant, les maisons neuves doivent avoir ce genre de tuyau-là, mais qui va évacuer au-dessus du toit. Si on veut, comme un évent de plomberie qu'on a au-dessus du toit, mais qui va être connecté à l'espace sous la dalle. On appelle ça une colonne passive. Ça permet de réduire les infiltrations d'environ 50% quand c'est bien installé. Et maintenant, c'est une mesure préventive à faire dans la construction neuve. Pourquoi on en parle ce soir? C'est qu'au Québec, c'est de juridiction municipale. Donc, bien que ça soit dans le code de construction, pour les petits bâtiments résidentiels, c'est les villes qui peuvent l'adopter par voie de règlement municipal. On a vu des villes comme Vaudreuil, par exemple, dans les dernières années, adopter la colonne passive. Donc, c'est facile. Il suffit pour une ville de référer à l'article du code de construction ou de référer à un standard. Comme ça, donc les constructeurs vont devoir appliquer les mesures préventives. C'est important parce que c'est vraiment les villes qui sont le régulateur dans la construction neuve pour les petits bâtiments résidentiels. Prochaine diapositive. On voit ici une illustration de la colonne passive telle qu'on la trouve dans le standard de l'Office des normes générales du Canada avec des références qui ont documenté l'efficacité au Canada. Donc, c'est tout simplement un tuyau d'environ 10 centimètres de diamètre qui est connecté à l'espace sous la dalle. On voit une espèce de fosse au milieu de l'illustration. Donc, et ça assure un tirage passif, donc des gaz souterrains, puis ça réduit vraiment les infiltrations. Il y a des exigences d'étanchéité aussi qu'on trouve dans le code. Euh, mais donc, savoir que pour une ville qui voudrait prévenir l'infiltration de radon dès la construction, c'est possible de le faire en référant soit au Code de construction du Québec, ou aux standards que vous avez à l'écran. Dernier point pour promouvoir, si on veut, encourager la réglementation municipale, il faut savoir que les maisons neuves qui vont être construites dans des villes où il y a une réglementation municipale de prévention contre le radon vont être assurées par le plan de garantie pour les maisons neuves. Donc, donc un nouveau propriétaire qui va avoir un problème de radon dans une maison neuve, sa maison va être garantie contre le radon. Comme c'est le cas en Ontario. En Ontario, ils ont ça depuis plusieurs années. Au Québec, ça existe, mais c'est fonction de la réglementation municipale en place. Donc, s'il n'y a pas de réglementation municipale, il n'y a pas il y a pas de garantie pour la maison neuve. Donc, fermons la parenthèse, mais il y a des solutions qui existent pour la construction neuve. Prochaine diapo. Donc, maintenant, je vais laisser Erin vous introduire aux défis centraux, à la logistique de tout ça, puis on va revenir pour la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. OK, alors là, vous avez plein d'informations au sujet de radon, les effets sur la santé et tout. Là, je vais vous parler de notre programme et les étapes que vous allez suivre pour faire tester votre maison. Alors, il y a plus ou moins 5 étapes dans notre programme. Il faut commencer par collecter votre détecteur pendant la période de distribution. Ensuite, vous allez placer votre détecteur en suivant les instructions. On vous demande de vous connecter à notre site web il y a un petit sondage à remplir dès que vous placez votre détecteur. Ça va nous prendre absolument quelques informations pour qu'on puisse vous donner un rapport à la fin. Alors, sans ces informations, on ne peut pas vous donner un rapport. Alors, je vais me répéter un peu, je vais aller plus en détail pour chaque étape, mais c'est parce que c'est important.
Après les 100 jours de dépistage, Monsieur Brossard a expliqué qu'il faut faire un test à long terme, au moins 3 mois. Alors, pour notre programme, on parle de 100 jours parce que c'est le défi sans trousse. 100 jours, c'est plus simple et ça nous donne une marge d'erreur. Alors, à la fin de la période de test, vous allez vous reconnecter pour répondre à un autre court sondage, puis vous allez retourner votre détecteur pendant la période de collecte dans le printemps. Les détecteurs, ils seront distribués dans les enveloppes, comme vous voyez sur l'écran. On parle de la période de distribution, la période de collection. C'est parce qu'on fait chaque étape comme une communauté et comme ça, vous aurez ce petit rappel pour commencer, pour terminer et comme ça, il n'y aura pas de coût de tout pour les détecteurs ou pour retourner les détecteurs pour le rapport, rien. Le seul frais serait si, mettons, vous êtes en vacances, puis vous manquez la période de collecte au printemps, vous pouvez quand même participer. Je vous encourage à quand même retourner votre détecteur, mais ça va être à vous de payer les frais de poste pour retourner le détecteur. Ce n'est pas cher, mais c'est ça. Dans les deux villes, il en reste encore les trousses, alors on vous encourage de encourager vos amis et les membres de votre famille à tester également leur maison. Alors, étape par étape, euh, collection des détecteurs, je vais partager les détails. Le tout sera envoyé également par courriel demain. Mais le détecteur, ça vient déjà préparé dans l'enveloppe. Il y a quelques informations sur l'enveloppe. Vous pouvez écrire quelques informations là-dessus aussi. Puis, il y a une feuille d'instruction dans l'enveloppe avec votre détecteur. Alors, vous avez tout simplement à suivre les instructions. Rendu chez toi, vous allez placer le détecteur. On veut tester l'air que vous respirez. Alors, gardez ce principe en tête lorsque vous êtes retourné chez vous. D'habitude, parce que le radon rentre dans nos maisons d'après les fondations, d'habitude, les niveaux de radon sont plus élevés dans le sous-sol. Mais on veut tester l'air qu'on respire. Alors, si vous passez du temps dans votre sous-sol, Santé Canada dit au moins 4 heures par jour. Alors, si vous avez un bureau, une chambre à coucher, un salon, n'importe quoi comme ça, dans votre sous-sol, vous devrez tester votre sous-sol. Si, par exemple, vous ne passez vraiment pas du temps dans votre sous-sol, peut-être c'est pas vraiment fini, vous ne passez pas du temps, là, vous allez tester au rez-de-chaussée. OK? Vous allez choisir les exemples qui sont ici, à côté d'un lit, à côté d'un bureau, c'est parfait. Juste le placer quelque part où ça ne sera pas déplacé pendant la période de test. On choisit un emplacement, on le laisse en place. Les détecteurs viennent dans plusieurs formats. Ça dépend de l'année, quel format ce que nous avons. Cette année, nous avons le format carré et très plat, comme j'ai montré sur la diapositive précédente. Mais c'est les détecteurs que vous voyez sur l'écran, qui sont peut-être un cylindre ou ils sont peut-être ronds. Et ils fonctionnent tous des mêmes principes. Alors, lorsque vous avez choisi l'emplacement de votre détecteur, on vous demande de vous connecter à notre sondage en ligne pour, genre, enregistrer votre détecteur. Ça nous prend absolument votre nom, votre adresse courriel et les dates que vous commencez et terminez le test. C'est ça, je chasse encore les dates des participants de l'année passée. Parce que sans ces dates-là, on ne peut pas calculer le taux de radon, le niveau de radon dans votre maison. Alors, c'est très, très important. Il y a un espace sur l'enveloppe à marquer la date. Il y a un espace en ligne à marquer la date. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir l'Internet pour participer à notre programme, mais il faut que vous communiquiez soit sur le papier, soit en ligne. Alors, d'autres questions dans le sondage sont facultatifs. Ça nous aide avec notre recherche, mais ils sont pas nécessaires.
Alors, vous verrez, c'est assez simple à remplir le sondage. Dans 10 de chaque 100 enveloppes, alors pour chaque ville, nous avons envoyé 100 trousses. Dans 10 des enveloppes, vous allez retrouver deux détecteurs au lieu de un détecteur. Ce sont pour les fins d'assurance qualité. On appelle ça les duplicateurs. L'idée, c'est que vous allez les placer côte à côte chez vous. Alors, puis lorsqu'ils sont retournés au laboratoire, nous allons comparer les niveaux de radon de ces deux détecteurs. Ils devraient être très, très proches. Alors, l'idée n'est pas de placer un dans votre sous-sol et l'autre au deuxième étage, s'il vous plaît. Alors, si vous recevez deux détecteurs, veuillez tout simplement les placer côte à côte et les laisser ensemble. Dans le sondage de départ et le sondage de fin, il y en a de l'espace à écrire les deux numéros de série. Vous n'avez pas à le remplir deux fois. Alors, c'est vraiment vite. Puis, ça nous aide beaucoup parce que on gage toujours la qualité des détecteurs. Lorsque vous avez placé votre détecteur, rempli le sondage, il n'y a rien d'autre à faire pendant les 100 jours de dépistage. Rendu au mois de mars, nous allons vous envoyer des rappels. Vos représentantes dans les villes vont peut-être poster sur Facebook ou le site Internet de la ville pour vous rappeler ceux qui participent au dépistage avant. C'est la fin du test s'approche. Alors, on vous demande de remplir le sondage en ligne pour terminer le test et ensuite juste retourner les détecteurs dans les centres de collecte. Vous pouvez le retourner dans l'enveloppe. Vous pouvez écrire les dates sur l'enveloppe, le retourner. Ça va aller. Vous devrez recevoir votre rapport. Alors, vous allez chacun recevoir un rapport par courriel dans un délai de 6 à 8 semaines. Le délai, c'est parce qu'on reçoit des centaines de détecteurs à la fois. Puis là, il faut les renvoyer au laboratoire, préparer tous les données. Alors, ça prend un peu de temps. Vous allez recevoir votre rapport par courriel à votre courriel. Veuillez utiliser le même adresse courriel pendant tout le programme, s'il vous plaît. C'est bien plus simple comme ça. On aura plus de succès. Si vous ne recevez pas de rapport, c'est pas à dire que tout est correct. Pas du tout. Alors, des fois, les gens pensent, OK, j'ai rien entendu, ça devrait être une bonne nouvelle. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, nous allons essayer de laisser tout le monde savoir et les rapports ont été envoyés. On les envoie en groupe pour que lorsque les gens commencent à parler de leur niveau radon, c- vous allez vous rappeler, ah, oh, j'ai pas vu mon rapport. Veuillez vérifier dans vos courriels indésirables aussi. Nos rapports s'iront souvent là-bas. Alors, votre rapport individuel est confidentiel. On ne partage pas vos données liées avec votre adresse. Ce qu'on fait pour la ville, rendu fin printemps, début été prochain, nous allons préparer ce qu'on appelle notre rapport communautaire. Nous avons un rapport communautaire pour chacune des centaines de villes qui ont participé à notre programme dans le passé. Ils sont tous disponibles sur notre site web Occupe-toi de Radon. Euh, et c'est un peu comme ça que votre rapport aura l'air. Alors, l'exemple sur l'écran, c'est pour la ville de Saint-Joseph-du-Lac qui ont participé, ça fait quelques années. Ils ont jeté les fonds de leur côté aussi, si je me rappelle bien. Alors, c'est pour ça qu'ils ont eu 200 trousses. Alors, il y a eu 186 habitations qui ont participé. Nous allons rapporter quel pourcentage des habitations ont mesuré au-dessus de la ligne directrice. Dans ce cas-là, c'était 33%. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est le radon sur le rapport, pourquoi on a fait ce programme-là. Alors, c'est pour summariser le programme un peu et communiquer le niveau de risque
dans votre communauté. Alors, c'est utile, mais il faut rappeler que pour savoir le niveau dans votre maison, il faut vraiment tester chaque maison. Pas de manière de savoir. Mais c'est fun d'avoir les rapports pour chaque communauté. Alors, voici où vous pouvez vous présenter pour récupérer vos détecteurs dès demain matin. Alors, à l'hôtel de ville de Terrasse-Vaudreuil ou de Crabtree, j'ai les heures d'ouverture. Le tout sera envoyé par courriel demain aussi. Voilà l'enveloppe. Il y a une date limite marquée sur l'enveloppe. Ma collègue a commencé d'ajouter ça. Mais vous n'avez pas à attendre cette date limite. C'est juste, là, c'est la date limite où si vous le mettez en place par, mettons que c'est le 20 novembre, là, vous aurez le temps d'avoir un test de 91 jours qui se termine avant la période de collection. La collection des trousses pour vos communautés aura lieu de 9 au 13 mars 2026. Mais, comme j'ai mentionné, nous allons communiquer avec vous à ce temps-là. Et c'est marqué sur l'enveloppe. Alors, c'est vraiment, on se répète beaucoup, mais c'est parce que c'est facile de manquer des informations. Alors, quelques autres petites informations mentionnées, puis là, je vais commencer à prendre des questions. J'ai noté, j'ai vu quelques mains qui étaient levées, mais nous sommes en mode webinaire à soir, alors je ne peux pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Alors, je vous demande si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, les rentrer soit dans le chat ou le Q&A. Si vous cliquez sur ces boutons-là, vous devriez être capable de rentrer vos questions. Et je vous invite, s'il vous plaît. Alors, quelques items à mentionner. Oh, le chat est désactivé. OK. Rentrez vos questions d'abord en utilisant le bouton Q&A. Cela fonctionne. Merci Yves qui pose plusieurs questions. Nous allons parler du coût de ces systèmes. Puis l'autre question qui se pose, c'est y a-t-il les programmes de financement pour aider les gens avec l'installation d'un système d'atténuation de radon? Le seul programme qui existe à travers le Canada, c'est le programme offert par l'Association pulmonaire du Canada qui s'appelle le Lungs Matter Program. C'est un programme de subvention. C'est vraiment pour les gens, soit qui sont revenus faibles ou modérés, ou pour les gens qui ont reçu un diagnostic de cancer du poumon. Mais tout le monde peut faire la demande. Ils analysent les demandes à chaque mois. Assurez-vous, si jamais vous êtes intéressé, de suivre les instructions. Il faut faire la demande, il faut envoyer la preuve, etc. Alors, là, pour le système d'atténuation. Puis, je vais aussi mentionner que pendant le mois de novembre, nous avons un concours de sensibilisation radon qui s'appelle On s'informe. Alors, on invite tout le monde à partager vos connaissances radon avec vos voisins, vos amis, votre communauté, que ce soit par Facebook ou en personne. Vous aurez la chance à gagner des prix. À chaque semaine, nous avons un tirage pour les cartes cadeaux. Puis nous avons d'autres prix qui seront tirés au début décembre. Alors, pour participer, vous avez tout simplement à partager ce que vous connaissez avec quelqu'un, prendre une photo, puis compléter le formulaire en ligne sur onsinforme.ca. Nous avons également un jeu radon que vous pouvez jouer, vous promener euh, dans une ville, puis vous aurez des questions radon à répondre. Alors, j'habite une vieille maison. Est-ce qu'il faut dépister pour radon? Ou je demeure dans un condo. Est-ce qu'il faut tester pour le radon? Alors, c'est fun, c'est quelque chose de différent. OK, alors je retourne à ces informations utiles.
puis je vais commencer avec... Oh, avant de passer aux questions, je vais juste donner une chance à Madame Gagnon de la ville de Taras-Vaudreuil à dire quelques mots. Bonsoir, Anne. Vous êtes toujours sur mute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais juste réitérer à nos citoyens qu'il est possible pour vous de venir nous rencontrer dans les jours qui suivent. Donc, demain étant vendredi ou la semaine prochaine, ça va nous faire plaisir de vous remettre les tests qu'on a avec nous déjà. Par la suite, que ce soit moi-même ou mes deux collègues qui vont être capables de vous recevoir et on vous fera parvenir à la fin du test des rappels pour vous rappeler de nous ramener les tests également à l'hôtel de ville. Alors, il n'y a rien de compliqué pour ça. Parfait. Merci beaucoup. OK, alors je vais commencer avec les questions. J'en ai quelques bonnes questions. Je vais poser à Mathieu. Alors, pour commencer, si on a un niveau de radon trop élevé, avons-nous une obligation de porter des correctifs? Est-ce que ces données pourraient affecter la valorisation de la maison et être utilisées contre nous dans le futur? Sinon, pourquoi avez-vous besoin de nos coordonnées exactes? OK. Votre nom, votre courriel, votre adresse, je vais juste commencer par répondre à ça. Euh, c'est très important pour vous, mettons que votre niveau de radon n'est pas élevé. Mettons que c'est 60. Ça se peut pendant une transaction immobilière, si vous aimeriez vendre votre maison, que l'acheteur aimera savoir, et avez-vous, il faut que vous indiquiez en fait compte si vous avez effectué un test radon. Euh, mais vous pouvez donner le rapport pour prouver que vos niveaux ne sont pas élevés. Mais ça vaut rien si vous n'avez pas l'adresse de votre maison sur le rapport. Euh, et sans votre courriel, je ne peux pas vous envoyer le rapport. J'en ai déjà cette situation-là, quelqu'un qui a fait toutes les étapes, mais je manque vos coordonnées. Alors, c'est mon cauchemar, franchement, parce que je veux faciliter le dépistage de radon. Je ne veux pas savoir qu'il y a une maison quelque part avec un niveau élevé, mais je ne peux pas contacter la personne. Mais Mathieu, est-ce qu'ils ont une obligation de porter des correctifs? Non, c'est une recommandation de Santé Canada. Il y a très peu de réglementation sur le radon à l'heure actuelle. Il y a le Code canadien du travail où c'est réglementé pour les employés fédéraux. Mais lorsque vous faites une mesure chez vous, c'est vraiment une recommandation de Santé Canada de réduire les concentrations. Maintenant, comme Erin l'expliquait, c'est dans la déclaration du vendeur. Donc, si vous utilisez la déclaration du vendeur quand vous vendez votre maison, il y a une question sur les problèmes environnementaux. Le radon est donné en exemple. Donc, vous êtes encouragé à le déclarer puis à partager votre rapport comme une expertise, n'importe quelle autre expertise sur le bâtiment. Euh, faut savoir qu'il y a une maison sur six au Québec qui a un problème de radon à peu près. C'est pas rare. C'est normal de trouver des maisons qui ont des niveaux de radon élevés, puis ça se corrige. Donc, si votre résultat de mesure est élevé, rappelez-vous, il y a des travaux à faire. Je voyais la question, ça coûte combien environ la dépressurisation active du sol? Ben, c'est aux alentours de 3 000 $ dans le marché. Ça peut varier un peu, dépendamment de la complexité, mais c'est des coûts qui sont inférieurs à beaucoup de coûts d'entretien d'une maison. Et puis, les courtiers immobiliers, quand on a commencé à parler de ça avec eux, ils étaient pas très inquiets de ça parce que c'est un problème qui se corrige facilement à des coûts qui sont beaucoup moins chers que de changer un système de chauffage ou de refaire le toit ou pour les gens de la rive sud de Montréal, les problèmes de pyrite ou il y a les fondations qui craquent. Donc, les maisons peuvent avoir toutes sortes de problèmes. Bonne nouvelle, quand une maison a un problème de radon, ça se corrige assez facilement et assez rapidement. On parle d'un système qui est installé en dedans d'une demi-journée.
Donc, mais ça reste une recommandation, puis on le fait pour protéger sa santé. Merci beaucoup. Euh, Quels sont les symptômes si nous sommes exposés au radon? À court terme, il n'y a pas de symptômes, malheureusement. C'est un gaz incolore, inodore. C'est un gaz inerte chimiquement, bien qu'il soit radioactif. Donc, on peut pas le détecter avec les sens. C'est souvent comme ça, les radiations. Si vous faites un rayon X, vous avez des rayons X qui passent à travers vous, qui sont similaires aux rayons gamma, puis vous les sentez pas. Donc, il y a pas de on n'a pas vraiment de symptômes. Les gens qui vont être exposés longtemps à des concentrations de radon élevées, quand on dit longtemps, on veut dire plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, puis qu'ils vont développer un cancer du poumon, mais quand ils commencent à avoir des symptômes de cancer du poumon, et ils sont dans un état avancé de la maladie, malheureusement. Mhm. OK. Là, nous allons passer. OK, je vais répondre à cette question-là. La question s'est posée en anglais, mais je vais le répéter en français. Quelqu'un qui ne peut pas se présenter à l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture. J'ai donné ça comme exemple à Anne tantôt. Est-ce qu'elle peut envoyer quelqu'un d'autre? Oui, Valérie, parce que nous avons une liste. Alors, vous êtes inscrite sur la liste, alors quelqu'un devrait être capable de collecter votre trousse pour toi. So Valerie, your question, yes, you can send somebody else to the town hall to get your kit. You're on a list. OK, là au niveau de mesure, on tient notre sous-sol à une température plus basse que le reste de la maison. Est-ce que ça va fausser les données? Si vous, c'est important de mesurer le radon au plus bas niveau que vous occupez. Ça veut dire au moins 4 heures par jour. Donc, si vous avez un sol de service ou un sol qui n'est pas fini, puis vous le chauffez pas parce que vous ne l'occupez pas, ben, on mesure au rez-de-chaussée. Ça va pas fausser vos données. Ça va vous dire le radon qu'il y a dans l'air que vous respirez chez vous. Puis c'est ça qui est important, c'est de mesurer le radon qu'il y a dans l'air qu'on respire. Donc, si votre sous-sol est pas chauffé parce que vous ne l'occupez pas ou moins chauffé, ben mesurez au plus bas niveau occupé, qui est probablement le rez-de-chaussée, votre chambre à coucher, un bureau. C'est le bon endroit. Donc, ça va pas fausser vos données. Super, merci. Puis, si quelqu'un a deux chambres habitées au sous-sol, comment choisir laquelle tester? On choisit un endroit central, idéalement. Généralement, le radon, dans les petits bâtiments résidentiels, comme les maisons, les appartements, va être assez uniforme sur le même étage. C'est rare qu'on voit des variations importantes entre les pièces. Donc, quand on a un doute comme ça, ben, on choisit un endroit qui est le plus central. Formidable. OK. Quelques questions. Oh, au même sujet. Nous n'utilisons pas souvent le sous-sol, mais nous aimerions effectuer des travaux dans les prochains mois. Est-ce que je serais mieux d'effectuer les tests au sous-sol ou au premier? Si votre sous-sol est chauffé, s'il est fini, s'il est occupable, pas nécessairement occupé, mais que, par exemple, il y a une chambre qui pourrait être occupée, ben oui, vous pouvez décider de mesurer au sol, mais sachez quand même que quand vous allez recevoir votre rapport, si le résultat est élevé, ben vous saurez pas quel niveau il y a au rez-de-chaussée où vous habitez. Maintenant, c'est le premier point. Deuxième point, quand on fait des travaux, ça peut être important de remesurer. Donc, si vous faites des travaux d'isolation de vos fondations, si vous changez les fenêtres, par exemple, le système de chauffage, de ventilation, c'est recommandé de refaire la mesure parce que quand on change quand on fait des changements de cette nature à une maison, ça peut changer les concentrations de radon. Ça peut les augmenter des fois même. Ouais. Madame. OK.
Euh, euh, un commentaire ou question. Je comprends que nous n'aurons pas accès aux mesures en direct et que le cylindre sera analysé pour faire une moyenne. Donc, nous ne pouvons pas déjà être proactifs et faire les travaux si nous avons un gros doute. Ben, c'est recommandé de faire une mesure sur une longue période pour avoir une idée d'en moyenne qu'est-ce qu'il y a dans l'air qu'on respire. Donc pour ça, il faut être patient, il faut faire la mesure de 3 mois. Ça existe des appareils qui vont vous donner une mesure instantanée, mais Santé Canada, on recommande pas de prendre une décision sur faire des travaux correctifs ou non sur des mesures à court terme parce que les mesures à court terme peuvent être basses, une journée ou pendant une semaine et puis être élevé la journée suivante ou la semaine suivante. Il y a des variations entre les saisons aussi. Donc, c'est vraiment 3 mois, là, c'est un compromis acceptable, là, on se donne le temps de le mesurer. Puis c'est un risque à long terme aussi. C'est pas comme le monoxyde de carbone. Si votre détecteur de monoxyde de carbone sonne, il faut sortir de la maison tout de suite. Le radon, c'est un risque sur plusieurs dizaines d'années d'exposition. J'aime pas ça faire la comparaison, mais c'est un peu comme le tabagisme, hein. Quelqu'un qui fume, il va pas nécessairement être malade tout de suite. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais ça lui prend donc plusieurs années d'exposition. Le radon, c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc, on a le temps de le mesurer correctement. Puis quand on en trouve, ben, on a le temps aussi de faire les travaux. On recommande de faire les travaux correctifs dans un délai d'1 an. Donc, ça montre que c'est un risque qui est à long terme. On a le temps de le mesurer correctement. Puis si les niveaux sont élevés, on a le temps de prendre action pour réduire les concentrations. Merci. OK, là, j'ai quelques questions au sujet des systèmes de chauffage. Alors, est-ce qu'une thermopompe attire moins d'air du sol? Les, le système de chauffage, dans notre climat, on n'a pas le choix d'en avoir un. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la différence de température entre l'air intérieur puis l'air extérieur qui va créer l'effet cheminée, donc l'air chaud monte. Donc, quel que soit notre mode de chauffage, notre air va être va être réchauffé à l'intérieur par rapport à l'extérieur, puis on va avoir cet effet cheminée qui va créer un appel des gaz souterrains par les fondations. Parce que la pression à l'intérieur de la maison au sol va être négative par rapport à la pression du sol, ce qui va faire que les gaz souterrains vont vouloir infiltrer. Ça, quel que soit le mode de chauffage. Ensuite, je vois des questions sur le chauffage central à impulser. Ensuite, le système de chauffage de ventilation va avoir un impact sur le mélangeage de l'air. Donc, le radon rentre par les fondations, rentre par le sous-sol. Si vous avez peu de brassage d'air, comme avec des calorifères électriques, par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 2 fois plus de radon au sous-sol qu'au rez-de-chaussée. Si vous avez un système à air forcé qui brasse l'air de la maison, vous allez avoir des concentrations uniformes entre les étages, relativement uniformes entre les étages. Donc, ça a un impact, le système de chauffage, mais c'est vraiment la différence de température entre l'air intérieur et l'air extérieur qui crée cet appel de gaz souterrain là, à cause de la différence de pression. C'est ça que le système va corriger en passant. Ça s'appelle la dépressurisation active du sol. On va aller changer la pression dans le sol. Puis là, c'est le cas. Là, on va neutraliser cette infiltration. Merci. T'as bien répondu aux deux questions à la fois, système de chauffage. Euh, OK, la configuration de l'échangeur d'air aura-t-elle un impact sur les résultats? Donc, doit-on en tenir compte, par exemple, le ratio on-off pendant le dépistage? C'est recommandé de mesurer, de ne pas apporter de changement à comment vous utilisez la maison, parce que on veut que la mesure soit représentative de l'air que vous respirez. Donc, si vous utilisez normalement votre échangeur d'air dans un certain mode de recirculation, à un certain pourcentage d'air frais, continuez à utiliser votre système de ventilation normalement. Ceux qui ont l'habitude d'ouvrir un peu leurs portes, leurs fenêtres, continuez à faire de la ventilation naturelle. La mesure va vous permettre de savoir quelle concentration de radon il y a chez vous, de la façon que vous vivez, de la façon que votre maison est ventilée, chauffée.
Donc, apportez pas de changement à la façon normale que vous utilisez la maison. Parfait. J'habite dans un condo où nous avons seulement un vide sanitaire. Y a-t-il un risque de radon dans nos condos? On peut trouver du radon dans tous les types d'habitations. C'est sûr que dans des condos, si on a plusieurs étages, on va être intéressé de mesurer les sols ou les rez-de-chaussée, donc les unités qui sont au plus bas niveau. Et puis, oui, on peut trouver du radon dans les condos. Puis oui, les vides sanitaires peuvent être des voies d'infiltration pour le radon. OK. Et une dernière question pour l'instant. Au sujet de l'achat et vente des maisons, est-ce que un niveau de radon élevé est un vice caché? Il y a de la jurisprudence qui va dans les deux sens, à ma connaissance, dans cette question-là. Donc oui, ça peut être considéré comme un vice caché. Maintenant, c'est ça, c'est pas, c'est un système, c'est une question qui évolue. Le plus simple, c'est vraiment quand on vend une maison, s'il n'y a pas de mesure de radon qui est fait, c'est de mettre une condition à la promesse d'achat, de dire ben la mesure sera faite par l'acheteur et s'il y a un niveau de radon élevé, ben, il peut y avoir une entente pour qu'il y ait des sous qui soient réservés là, pour la correction. Un peu comme si on achète une maison qui a une piscine en hiver, puis on ne sait pas si la piscine va fonctionner. Puis on dit, ben, j'achète la maison, mais il faut que la piscine fonctionne à l'été venu. Donc, on peut faire le même genre d'entente avec le radon aussi. OK. C'est formidable. Pour l'instant, c'est... Oh! Une dernière question. Euh, si je veux me procurer un autre appareil de test plus tard, quel est le meilleur moyen d'en trouver un et combien ça coûte environ? Peut-on volontairement vous partager les données? Ah, c'est une super bonne question. Alors, sur les sites web occupe-toi de radon.ca, euh, tous nos ressources s'y trouvent. Il y a aussi une liste de tous les fournisseurs des trousses radon à travers le Canada, mais à travers le Québec. Alors, les tests, comme on vous donne dans notre programme, coûtent environ 50 à 60 dollars maintenant, chaque, avec les frais d'analyse et l'expédition. Il y en a les moniteurs électroniques qui sont aussi disponibles. Ils sont plus chers, ils commencent environ 180 dollars, puis ça remonte à plusieurs centaines de dollars. Vous pouvez, oui, nous partager les données. Je ne suis pas certaine si le formulaire fonctionne à l'instant, mais je pense que vous devriez être capable sur notre site web Occupe-toi de Radon. Je vais aussi juste ajouter parce que j'ai reçu une question. I got a question about resources in English. Can you receive stuff in English? All of our resources are available in English and French. I invite you to go onto the website. Our Occupe-toi de Radon website in English is Take Action on Radon. You'll find everything in English, many other languages as well. If you're looking for something that you cannot find, reach out to me and I will send it to you. Alors, que ce soit en anglais ou français ou une autre langue, si vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas, contacte-moi, puis je vais vous envoyer ça par courriel. Mais vous devrez être capable de tout trouver sur notre site web, occupe-toi-de-radon.ca. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être ici avec nous. Merci Madame Gagnon, merci Monsieur Brassard, merci tout le monde et pour les formidables questions. Puis on est à l'heure, alors je vous souhaite une belle soirée puis un bon dépistage de radon. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Okay, so that went well.